On n'est pas obligé d'en faire un drame. Ok, je ressens du désir pour tel collègue, mais ça veut pas dire que j'ai envie d'aller plus loin. Ou si j'ai envie d'aller plus loin, je te ferai savoir et on mettra en place une nouvelle charte. Non mais oui, c'est sûr. Au lieu de vivre une double vie, triple vie, de vivre dans le mensonge, dans le foutage de gueule absolu, plutôt que de trouver un chemin qui soit éthique, respectueux, conscient, pour le faire de manière libre et que ça contribue à tout le monde. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé À mes corps, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Salut à tous, donc bienvenue dans l'épisode 11 de mon podcast qui va parler des relations plurielles. Donc j'ai invité au micro Lily, ici présente, qui va parler de son expérience personnelle parce qu'ici on n'est pas experte du sujet. J'ai envie de lui donner la parole parce que j'ai envie qu'il y ait des vraies personnes humaines qui parlent de ce qu'ils ressentent sur le terrain au quotidien. Donc pour moi ça me paraît important de parler de choses qui peut-être ça fait pas partie de votre réalité, ça ne fait pas partie de votre quotidien et vous allez peut-être apprendre des choses avec nous aujourd'hui. Et j'ai envie de parler de relations plurielles avec l'approche et à la lumière de la compersion, qui est un sujet que je vais définir. Pour moi, la compersion, c'est le fait de pouvoir se réjouir pour son mari ou sa femme ou son partenaire du fait qu'il puisse faire d'autres rencontres, que ce soit amicales, amoureuses ou tout type de cercle confondu, que ça nourrisse personnellement, indépendamment de ce qu'on peut lui apporter nous. En fait, c'est l'inverse de la jalousie. Et donc que cette personne, on l'autorise à avoir la liberté de s'épanouir avec d'autres personnes et qu'on peut être témoin de ça et de pouvoir aussi apprécier l'enrichissement que ça apporte dans nos propres relations. Donc ça nécessite d'avoir beaucoup de sécurité intérieure et d'avoir beaucoup d'écoute et d'empathie pour soi et pour l'autre et de savoir dire quand c'est pas ok et le fondement c'est quand même de se sentir en lien quoi qu'il arrive et donc il faut respecter certaines règles pour que cette compersion puisse émerger. C'est quelque chose qui s'apprend. Je pense pas qu'on soit né avec, parce qu'il y a toujours ce truc dans l'attachement, on a besoin d'être rassuré par rapport à l'attention que ce qu'on aime nous porte. Donc être dans ce détachement conscient, mais aussi dans la confiance que ça va pas déstabiliser le lien primordial, c'est quelque chose qui s'apprend par différents axes et c'est quelque chose de très important dans ce mode de fonctionnement, que ce soit pour les couples ouverts ou pour les relations polyamoureuses. C'est quelque chose d'essentiel et d'incontournable, sinon ça se casse la gueule. Et on a envie d'une vie amoureuse épanouissante, peu importe la forme que ça prend. Exactement. Donc, est-ce que tu aimerais te présenter à nos auditeurs avant de commencer en quelques mots? Oui, donc du coup j'ai 31 ans, je suis en relation depuis 13 ans, mariée depuis 6 mois. Et en relation ouverte depuis 4 ans. Donc je vis avec mon mari et on vit ensemble depuis 11 ans. Comment ça t'est venu, cette envie d'ouvrir le couple? Oui, alors en fait donc c'est mon copain du coup qui a parlé de ça en premier. Donc c'est lui qui m'a parlé du libertinage au début, donc on est passé par là. Au bout de 9 ans de relation, donc le sujet est tombé. Et donc moi à l'époque, j'étais pas du tout ouverte sur ce sujet-là. Pour moi le libertinage, c'était pas du tout ce qui me correspondait. J'avais vraiment une image négative de ce mode de vie. Est-ce qu'on peut essayer de le définir, le libertinage? Ouais. Pour toi, ça ressemblait à quoi? Alors, à l'époque, pour moi, c'était des cinquantenaires, soixantenaires qui allaient dans des clubs pour échanger leurs partenaires et avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Okay. Et c'était tout. Voilà, globalement, j'avais que ça comme définition. Parce que moi, ce que je comprends des relations ouvertes, libertinage et autres,
c'est que ça va être axé sur la liberté individuelle et plus sur l'exploration sexuelle, de s'autoriser à faire ça, tout en gardant quand même le fait de privilégier du lien émotionnel, mais ça va être plutôt la liberté axée sur l'individu. Ouais. Tandis que pour moi, les relations polyamoureuses, même s'il y a autant de formes de polyamour que de polyamoureux, donc c'est très vaste, il y a des milliers de combinaisons, on a envie de s'autoriser à tomber amoureux, vraiment de faire cette expérience viscérale, d'échanger des sentiments pour plusieurs personnes et pas juste se dire ok, je suis mariée, donc c'est mon mari d'abord et les autres, ça va être superficiel, ça va être que des plans cul par exemple. Mais là, de se dire ok, donc c'est sur les relations qu'on axe et on navigue les unes avec les autres parce que chacun a des règles précises qu'on coécrit ensemble et donc il faut réussir à combiner tout ça, jongler avec tout ça en fonction aussi des libertés de chacun pour pas nuire aux limites de chacun et essayer de s'engager de manière éthique et respectueuse et bienveillante et avec beaucoup d'empathie pour que chacun s'y retrouve dans tout ce modèle assez challengeant mais très épanouissant pour qui a envie de s'en donner les moyens. Donc, est-ce que pour toi la nuance ça se rejoint de se dire soit c'est les relations au centre et de l'autre côté c'est plutôt l'individu au centre et la liberté sexuelle surtout en avant? Oui, c'est vrai, vu comme ça, oui, complètement. Et donc c'était d'abord sur cette forme-là, liberté individuelle, complètement. Mais on a envie de s'autoriser plus de liberté sexuelle. C'est ça, exactement. Donc on est passé par cette phase pendant quelques temps et ensuite on s'est rendu compte que ça nous allait plus et qu'on cherchait justement à développer des relations avec les personnes qu'on rencontrait. Des relations amoureuses du coup? Alors pas tout de suite, clairement pas du tout. Pas du tout, tout de suite. Juste des relations de maintenir un contact, de revoir les personnes, de créer du lien. Mais on parlait pas d'amour à l'époque du tout. Voilà, juste on s'épanouissait dans ces liens qu'on construisait avec ces personnes. Et c'est bien plus tard, c'est bien plus récemment qu'on a commencé à s'autoriser, on va dire, à ressentir de l'amour quand il y en avait pour certains liens avec des partenaires. Ouais. Super. Est-ce que tu dirais que tu te situes plutôt dans le polyamour maintenant? Oui, alors c'est vrai que oui, je pense qu'aujourd'hui, je définirais notre couple comme un couple non exclusif polyamoureux hiérarchique. Ok. Dans le sens où mon mari... Ton mari, c'est ta relation de sœur. Voilà, c'est ça, mon mari se positionne prioritaire, on va dire, par rapport aux autres relations. Dans le sens où c'est avec lui, enfin c'est lui que je vois, enfin je vis avec lui, c'est lui que je vois le plus, c'est avec lui que j'ai le plus de projets, enfin donc voilà, pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Ok. Oui, c'est vrai que moi ce que je comprends des relations polyamoureuses, c'est qu'il y en a qui peuvent choisir un modèle plutôt anarchique, c'est-à-dire que chaque partenaire a un statut privilégié, personne n'est au-dessus de l'autre, après on gère son temps et son énergie comme on peut, il n'y a pas d'organigramme descendant. Ouais. Et donc ça peut convenir à des personnes ou déconvenir. Donc ça dépend de la sensibilité de chacun, de sa sécurité intérieure, parce que moi je trouve que cette façon de relationner, c'est un travail thérapeutique incontournable, parce que ça travaille sur beaucoup d'insécurité dans le lien. Oui. Et comment on apprend à découvrir et décortiquer le système d'attachement aux autres êtres humains. Évidemment, je suis curieuse de savoir comment ça impacte toi, ton image face à toi-même, ton rapport au corps. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait qu'il y ait d'autres hommes qui portent le regard sur toi, sur ton corps? Alors en fait, l'ouverture du couple m'a fait gagner en confiance en moi énormément. En fait, le fait que j'étais en relation depuis plusieurs années avec la même personne et que j'avais connu que lui finalement, je me suis toujours demandé si j'arrivais à plaire à d'autres personnes ou si je plaisais uniquement à mon mari. Et en fait, le fait d'avoir ouvert le couple m'a fait me rendre compte que je pouvais plaire, que je pouvais être séduite, voilà. Et donc du coup, j'ai gagné en assurance grâce à ça. Et paradoxalement, je pense clairement que j'ai beaucoup moins de complexes maintenant qu'avant, quand j'étais en relation exclusive, où j'étais très concentrée sur certains complexes et
voilà, je me dévalorisais davantage, étonnamment, alors qu'aujourd'hui, finalement, au travers le regard des partenaires que j'ai, tous ces complexes-là s'effacent progressivement et je m'assume beaucoup plus aujourd'hui. Okay. Ouais. Parce que sans ça, est-ce que toi t'es arrivé à t'en convaincre toi-même ou le reconnaître toi-même? C'est plus facile d'un regard extérieur que ton propre regard à toi pour... Oui, au début oui, clairement. Oui, il y a 4 ans quand j'ai ouvert notre relation, oui, c'était vraiment au travers des compliments que je grandissais. Maintenant, j'ai un regard beaucoup plus mature aussi sur moi, sur mon corps. Donc, je suis moins en attente en fait de la validation de mes partenaires. Mais je pense qu'il y a 4 ans, oui, j'étais largement plus en attente de leur retour, quoi, en fait. Okay. Moi, j'ai remarqué qu'en tant que femme, on reçoit beaucoup d'injonctions de la part de la société par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et notamment aussi dans la sexualité. Parfois, des partenaires, ils ont certaines attentes, peuvent mettre certaines pressions sur nos épaules. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça de différent par rapport soit à ton mari ou avec tes partenaires en dehors? Oui, alors mon mari, non. Là-dessus, pas de problème, pas de sujet, mais en revanche, du côté de mes partenaires, oui. Enfin, pas de mes partenaires en fait, plutôt du côté des hommes que je rencontrais avant même de construire quoi que ce soit avec eux. En fait, quand je discutais du fait que j'étais en couple libre, il y avait des réactions souvent très peu matures, on va dire, de leur part, où ça partait directement du côté du elle est en couple libre, voilà, on va vivre uniquement la sexualité ensemble parce qu'elle cherche que ça va vraiment être très basique comme lien, enfin, etc. Et alors que pas du tout, en fait, moi je cherchais bien sûr pas que ça du tout. Moi je cherchais une forme de liberté, mais qui va bien au-delà de la sexualité finalement. Enfin, et la façon dont je conçois mes relations n'a rien à voir avec la façon dont je conçois ma sexualité. Pour moi, c'est vraiment 2 points différents. Okay. Et du coup, l'injonction, c'est quoi? Elle doit aimer le sexe, oui, ou elle doit aimer les choses un peu hardcore, ou non, même pas, c'est oui, elle va être assoiffée de cul, quoi. Puis elle doit être performante, ouais. Elle doit performer hyper un ouverte. Rôle. Ouais, c'est ça, elle doit être hyper ouverte, elle doit adorer ça, du coup, on va baiser tout le temps, enfin, et alors que, bah non, en fait, oui, peut-être, mais c'est pas du tout une obligation, quoi. Enfin, okay. Non, pas du tout, ouais. Et donc, est-ce que tu as réussi à dépasser ces injonctions-là de ces partenaires-là qui projetaient ça sur toi, et est-ce que tu as trouvé des partenaires qui te correspondaient plus pour vivre autre chose et d'autres types d'activités qui soient pas corporelles ou sensuelles? Oui, exactement. Alors ça, j'ai mis du temps à m'en détacher, clairement, parce que pendant longtemps, les relations que j'avais étaient vraiment centrées sur la sexualité, où c'était vraiment la majorité finalement de nos interactions. Mais ça me dérangeait pas. Voilà, ça se passait bien aussi, mais en fait petit à petit j'ai compris que je cherchais plus d'interactions complètes, on va dire, avec un effort qui est fourni dans le lien, où j'ai commencé à dormir chez mes partenaires, à manger avec eux, à sortir un petit peu de chez eux aussi, à se faire des dates, etc. Enfin, à vraiment avoir des relations avec un lien plus profond, on va dire. Et donc du coup, oui, voilà, petit à petit, je suis sortie de ça, mais en revanche, tous les hommes que j'ai rencontrés qui partaient directement dans une dynamique de je t'appelle à 23h, tu viens, on couche ensemble et tu pars. Bon, eux, dès que je comprenais... Ça va faire du tri, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un bon tri, et en fait, je sortais de ça en ne commençant pas ces relations-là. Donc je faisais du tri avant même de les voir, quoi, en fait. Ok. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de certaines injonctions qui enferment un peu, comment toi, tu as réussi à affirmer quelque part, ok, je veux vivre ça et je veux pas vivre ça, s'il y a des choses qui t'ont aidé sur ton chemin? C'est aussi grâce au fait que j'ai beaucoup parlé avec des personnes qui font partie de cette communauté-là. Donc des personnes soit polyamoureuses, soit en couple ouvert, dans le milieu sexpo. Et en fait, c'est grâce aux discussions. Pour toi, c'est... Est-ce que tu arrives à le définir? Le mouvement sex-positif. Oui, sex-positif, alors c'est le fait de vivre sa sexualité avec tout un tas de valeurs comme le consentement qui est vraiment mis en top priorité dans les interactions,
la communication très ouverte, la compersion. Et donc ça, on y accède. Il y a des ateliers dans toute la France, même dans le monde. Hein. Sans doute. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, donc c'est des ateliers qui vont permettre d'expérimenter, c'est pas juste théorique, expérimenter vraiment sous plein de structures, dispositifs, exercices, de discussions, de débats à cœur ouvert, expérimenter ça, comment vivre cette liberté multiple. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est en discutant avec des personnes de ce milieu-là que finalement j'ai réussi à me détacher de certaines injonctions et certains points négatifs qu'on peut avoir sur le fait d'avoir plusieurs partenaires. Ok. Et cette confiance, quand on parle de compersion, d'être content pour son partenaire, si on prend un exemple concret, ton mari te dit voilà, tu sais, la jeune femme que j'ai rencontrée récemment, ça me ferait trop plaisir de passer la nuit chez elle, de dormir avec elle, de faire des câlins toute la nuit. C'est ok pour toi? Ouais. Et la compersion, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr, mon amour, enjoy! Comment t'arrives à cette facilité de lâcher prise et de joie? Il faut pas qu'elle soit factice. Elle peut pas être juste artificielle, ça tiendra pas. Si on fait semblant de prendre sur soi et dire bien sûr, ma chérie, vas-y, tu peux coucher avec elle, bien sûr. Donc, comment on arrive à cet élan du cœur de dire vraiment, vas-y? Oui. Alors en fait, pour moi, beaucoup se joue sur la confiance qu'on a dans le lien avec son partenaire. Moi, clairement, avec mon mari, j'ai pleine confiance en lui, dans le sens où il sait me rassurer et surtout, il sait m'écouter dès que j'ai des insécurités. Donc en fait, on a développé un cadre dans lequel on se sent tous les deux rassurés, dans lequel on évolue confortablement. Et dès qu'on sent qu'on a une insécurité, dès qu'on sent que voilà, on est mal à l'aise par rapport à une situation, etc., on en parle vraiment, on se pose, on a appris à parler et à s'écouter, et on redéfinit le cadre s'il y a besoin de le redéfinir, et surtout on se rassure, et on est là l'un pour l'autre, et je pense que c'est grâce à ça que moi j'arrive vraiment pleinement à être sincèrement heureuse pour lui quand il rencontre des partenaires avec qui ça se passe très bien. Et même au contraire, c'est vraiment ce que je lui souhaite. Moi, je souhaite sincèrement qu'il s'épanouisse là-dedans, qu'il rencontre toutes les autres personnes qui le nourrissent et qu'il en sorte grandi, parce que je suis convaincue que il a gagné confiance en lui beaucoup, lui aussi, depuis qu'on a ouvert notre couple, ça clairement. Et finalement, moi, ça me profite aussi, parce que j'ai en face de moi un homme heureux, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, bien dans son corps, et c'est génial du coup. Super. Mais quand tu dis qu'il arrive à bien te rassurer, j'imagine c'est parce qu'il y a eu des besoins fondamentaux dont vous avez discuté, où il faut qu'on prenne vraiment soin de ces besoins-là. Ça pourrait être par exemple le besoin d'être respecté, le besoin d'être aimé, d'avoir, comme tu disais, de l'attention. Toi, tes besoins fondamentaux à toi, parce que ça c'est des exemples, mais est-ce que toi t'en vois qui sont vraiment spécifiques à toi, fondamentaux? En fait, je sais pas si je définis mes besoins, mais en tout cas j'ai des règles bien précises qui, je pense, me permettent de me sentir à l'aise et de me sentir rassurée et aimée finalement. Et donc ces règles-là, ça va surtout passer par le fait de me dire ce qu'il ressent à tout moment. C'est-à-dire que je veux pas découvrir des choses après coup, je veux pas qu'il me cache. La transparence. Transparence 100%, exactement. Okay. Donc je veux qu'il m'en parle, je veux dès qu'il rencontre quelqu'un qu'il me le dise, mais c'est pas pour rentrer dans son intimité, c'est vraiment pour qu'on garde ce lien et que finalement il ait toujours confiance en moi pour me parler de ces interactions, pour parler du cadre, du coup avec lui. Effectivement, moi je lui ai demandé de calmer ses ardeurs quand il parle d'autres partenaires. Ah oui, le niveau de détail. Voilà, le niveau de détail. Ouais, il faut baisser. Voilà, baisser un peu. Parce que voilà, très enthousiaste. Enfin, il peut être très enthousiaste. Et moi, ça te crée des insécurités après parce que tu aurais peut-être tendance à te comparer. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi, j'aime savoir quelles sont ces interactions avec d'autres personnes. J'ai besoin de savoir si ces interactions ont de la valeur pour lui. Voilà,
on va dire, quel lien il a avec ces personnes, s'il y a du coup des sentiments qui des naissent. sentiments, exactement. Si c'est le fait qu'il respecte ça, Voilà. qui crée ce sentiment de compassion. Je suis trop contente, mon chéri, de me réjouir de ta rencontre avec cette femme prochainement. Exactement. Parce que tu respectes mes besoins et c'est cool que tu la vois, mais voilà. Voilà. Ça crée tout ce climat qui permet, qui autorise que je me sente bien. compassion. Exactement. Ok. C'est vrai que tu as utilisé beaucoup de fois le mot être rassuré. Ouais. Et toi et moi, on partage cette caractéristique d'avoir un attachement anxieux. Oui. C'est ça. On a besoin d'être beaucoup rassuré, Oui. que ce soit clair, Ouais. qu'il n'y ait pas de flou artistique. C'est ça. Que quand on dit si tu me réponds dans les 3 jours, c'est cool, et que ce soit vraiment dans les 3 jours, pas 3 jours et demi. Ouais. Exactement. Et ça, c'est très aidant. Oui. Quand quelqu'un vraiment fait l'effort de respecter ce genre de temporalité, et Complètement. ça peut être sur plein d'échelles voilà, plus ou moins précises. Ouais. J'ai envie de parler des systèmes d'attachement, mais il y a une thérapeute qui s'appelle Gaëlle Lannes, je vais mettre un lien vers sa chaîne et surtout vers l'épisode qui parle de ça. Elle explique beaucoup mieux que moi, donc je vais l'afficher là ou là, je sais pas. je fais un post-it mental pour que je l'affiche. Et donc dans l'attachement anxieux, on a besoin de clarté, de précision, oui. De quelqu'un qui soit cohérent. Voilà. On évite les discours ambivalents. Tu vois, c'est tous ces flous dans la communication, dans le comportement. Moi, ça me fait craquer. Ouais. Tu vois. Et donc, le besoin d'être rassuré, ça va être aussi sur est-ce que la personne a une bonne santé mentale, qui puisse prendre soin des autres, si elle sait bien prendre soin d'elle-même. Donc, ça nécessite, je pense, un terrain où on a dépassé certaines blessures, certains traumas, et donc qu'on soit accompagné si jamais il y a des difficultés. Quelqu'un qui soit un partenaire bienveillant pour éviter tout ce qui va être violence émotionnelle, violence physique, psychologique, pas de gaslighting, où on ne fait pas douter des sens de la personne. Non, j'ai jamais dit, non, t'as mal vu, non, t'as mal compris. Enfin, tout ça, ça crée des complexités dans la communication, beaucoup de toxicité inutile. Et quand on parle du besoin d'être rassuré, qu'on est quelqu'un d'anxieux, c'est qu'on a eu sûrement des traumas par rapport à des gens qui n'ont pas respecté notre intégrité psychique, nos limites, nos préférences, qu'on nous a imposé une réalité très destructrice, je sais pas comment on dit. Et donc en fait, il y a besoin de retrouver un terrain bienveillant tout autour, à tous les niveaux, pour réparer plein de choses qui sont fragilisées. Et donc ça passe dans ce que tu disais, la communication sur la congruence. J'ai dit que j'allais faire ça, je fais ça. Ouais, je t'ai dit que je t'appellerais à cette heure-là, je t'appelle à cette heure-là. Le texto, je te l'envoie à ce moment-là. Exactement. Oh, c'est hyper aidant. C'est ça. Oui, clairement. Et donc ça, moi je trouve que ça fait partie des besoins fondamentaux. Et il y a aussi les besoins temporaires. J'imagine le temps d'avoir assez de confiance dans le lien, assez de confiance et de sécurité dans la configuration polyamoureuse ou autre, pour se dire, ok, on va écrire noir sur blanc une charte de couple pour qu'il n'y ait pas de malentendu si c'est que à l'oral. On va l'écrire, ça sera écrit là. Tu pourras pas me dire non, je vois pas de quoi tu parles. C'est important de l'écrire. Et après, s'il y a besoin, si ça protège une insécurité ou que ça aide, de dire c'est ok que tu vois, admettons, Camille, ce soir tu peux la voir, mais je préfère pas que tu passes la nuit chez elle. Tu peux revenir si tu veux à 3h du matin, 4h du matin, comme tu veux, mais la nuit, collée en cuillère, c'est pour moi. C'est la règle pour l'instant, et elle peut être temporaire parce que, je sais pas, peut-être au bout de 6 mois ou plus, bien sûr. tu vas sentir que la sécurité, tu l'as gagnée à un autre endroit. Complètement. Et tu vas dire, bah bien sûr, tu peux passer même le week-end si tu veux. Bien sûr, exactement. Mais nous, en fait, à l'époque où on a ouvert notre couple, on avait, je pense, une trentaine de règles, honnêtement, qui à l'époque nous rassuraient. C'était nécessaire. Ouais, exactement. À l'époque, nous rassuraient énormément, et puis on se sentait bien dans ces règles-là. Et en fait, c'est au fur et à mesure, comme tu dis, qu'on a gagné confiance, et aussi qu'on a rencontré aussi des personnes qui nous ont fait nous poser des questions sur pourquoi telle ou telle règle aussi. Et ben c'est comme ça qu'on a fait évoluer notre cadre et qu'on a fait, qu'on a supprimé du coup pas mal de règles. Et aujourd'hui, je sais pas du tout combien il reste de règles, mais je dirais qu'il en reste peut-être une ou deux, qui bien sûr nous rassurent encore et qui sont très importantes pour nous. C'est super. Et
quand on dit partenaires multiples, il y a aussi tout ce qui est autour de la santé sexuelle, c'est important de le rappeler. Ouais. Donc il y a des personnes qui vont décider avec leur partenaire socle d'être, ils aiment trop angliciser les termes fluid bonded, donc ça veut dire lié par les fluides, parce qu'il y a des gens qui ont une contraception, donc c'est ok de ne pas se protéger, ni préservatif, ni... Enfin si, il faut quand même une pilule, un truc. Hein. Voilà, pour préserver des grossesses non désirées. Mais pour le sexe oral, par exemple, il y en a qui vont s'autoriser à en avoir sans protection, mais avec d'autres partenaires qu'on appelle aussi les métamours, les partenaires annexes autour du couple, qui forment le polycule. Il faut aussi parler de termes techniques. Les polycules, c'est tout l'environnement autour du couple socle. Et que eux, par contre, doivent se protéger pendant le sexe oral ou autre interaction. Parce que c'est ça qui crée la confiance. Parce qu'on n'est pas là pour vérifier « Ah, est-ce que t'as mis la capote avec machine ?» C'est ça qui crée la confiance, de savoir que bah oui, je peux lui faire confiance les yeux fermés. Il a conscience que la santé sexuelle, ça fait partie des besoins fondamentaux sur la sécurité. Oui, ça c'est un point important. Après, donc c'est effectivement propre à chacun de définir les règles de protection, mais il faut toujours avoir en tête bien sûr que la protection, la santé sexuelle, c'est vraiment le pilier numéro 1 de toutes ces interactions. On cherche pas à se mettre en danger, on cherche pas à mettre en danger nos partenaires principaux. Donc voilà, on travaille tous en accord pour respecter ça. Donc effectivement, ça fait partie du bien-être, bien sûr, et puis de la confiance qu'on porte dans nos relations. Et dans le cas, imaginons qu'il y a une erreur qui arrive. On a posé une charte, il y a 30 points ou moins, et que l'un des deux partenaires dans la relation socle a eu un égarement, qu'il soit volontaire ou involontaire, et qui a des impacts plus ou moins graves. Comment toi tu gères les erreurs? Encore une fois, on en parle. C'est-à-dire que on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait absolument pas de répercussions derrière. Donc, c'est-à-dire que si jamais, effectivement, on a fait une erreur et qu'on ne s'est pas protégé avec quelqu'un, on va se faire tester directement après. On se fait tester aussi après un certain délai d'incubation. Parce que voilà, certaines IST, MST ont un délai d'incubation quand même de plusieurs semaines. Donc, voilà, on fait les choses bien. Toi, tu le vivrais pas mal? Est-ce que ça fait partie des... Parce qu'il y a des types d'erreurs qu'on peut hiérarchiser, et des erreurs qu'on considère comme red flag, bien sûr, très lourdes, qui peut tout remettre en question. Et d'autres erreurs moins impactantes où on peut se dire ça fait chier, mais bon, on peut être d'accord que on va éviter de reproduire et on en parle et puis on passe au-dessus si tout le monde a ressenti de l'écoute comme attendu. Et est-ce que toi, t'as déjà été confronté à une erreur vraiment fondamentale ou une erreur moins... Oui, erreur fondamentale, oui. Alors moi, j'ai pas été confrontée, mais c'est moi qui l'ai fait. Moi, malheureusement, à un moment donné, j'ai vraiment pas respecté une règle fondamentale du cadre. Et donc, du coup, là, c'est plus mon mari qui a réagi où, effectivement, il était extrêmement blessé et c'est normal, complètement normal. Du coup, on en a beaucoup parlé et on a travaillé dessus et on a redéfini encore une fois notre cadre en fait. C'est vraiment souvent ça en fait. Il se passe quelque chose dans nos vies respectives, ça nous touche d'une façon ou d'une autre, plus ou moins avec plus ou moins d'impact. On se pose, on définit ce qu'on ressent, ce pourquoi c'est ok ou pas ok, et ensuite on redéfinit les règles et on ajuste un petit peu notre charte par rapport à ce qui s'est passé, quoi. Donc c'était quelque chose qui n'a pas trop porté préjudice. Enfin, c'était chiant, mais c'était pas en mode si je fais divorcer du coup. Non, en fait la chance qu'on a avec mon mari, c'est que déjà mon mari est vraiment incroyable. Donc on l'embrasse. Donc on arrive en fait à sortir grandi de ce qui peut se passer. C'est quand même
c'est quand même assez lourd, hein. Il y a quand même des choses qui blessent davantage que d'autres. Ça peut être très violent, ça peut être très difficile. On peut vraiment s'éloigner émotionnellement très fort. Voilà, de temps en temps, on a vraiment besoin de faire des pauses, on va dire, où on réfléchit. Mais la chance qu'on a, c'est que la séparation n'a jamais fait partie de notre vocabulaire, en tout cas pour le moment, et c'est une chance, et j'en ai conscience, et c'est incroyable, vraiment. Donc on est toujours là l'un pour l'autre, même quand on fait des choses qui blessent et qui vont pas. Vous arrivez à conscientiser et à vraiment vous engager à ne plus jamais refaire. Parce que je pense le pire, c'est quand on est très très blessé par quelque chose qui a été fait, c'est que la personne rejoue cette chose toutes les semaines, on se dit tu fous ma gueule. Non, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est que finalement, moi, ce que j'ai fait dans les actes l'a blessé, mais ce qui l'a plus blessé, c'est le fait que je n'ai pas été honnête par rapport à ça tout de suite. Et donc du coup, la conclusion finalement qu'on a tirée après beaucoup de discussions et beaucoup de remises en question aussi, ça a été plus de mensonges et on revient à la base, c'est-à-dire on revient à la clarté, on revient à... voilà, on est sincère l'un envers l'autre et surtout dès que on ressent quelque chose ou qu'on a fait quelque chose, ben on en parle parce qu'on est là l'un pour l'autre et qu'on est là pour grandir et évoluer. Et ça fait mal, mais il faut pas se le cacher, quoi. C'est-à-dire qu'il faut traverser l'inconfort, c'est ça. De se sentir coupable d'avoir fait quelque chose où on sait que c'est hors cadre, et d'aller se dénoncer quelque part pour dire écoute j'ai merdé, d'avoir cette humilité et de prendre en charge les conséquences s'il y en a, et d'être dans cette volonté de réparer et de reconnecter le lien. Et je pense ce qui rassure aussi pour l'autre partenaire, c'est de sentir qu'on mesure l'impact en fait, qu'on peut contenir l'émotion du partenaire si jamais il y en a beaucoup, qu'on est à l'écoute et qu'on reçoit, qu'on n'est pas dans le rejet de ah tu pleures trop fort, c'est bon, ça fait 2 semaines, c'est bon, ça devrait passer. Quand même cette sensibilité et dans la mesure du possible, quoi, de contenir l'émotion de l'autre et ensuite de quand même se positionner sur le fait que on a compris que c'est préjudiciable et qu'on le recommencera pas, et donc il y a une confiance à retrouver par rapport à ça, et de continuer main dans la main, d'avoir la même vision. Et quand tu parlais de ces personnes dans les communautés peut-être polyamoureuses, c'est de ça que tu parles? Oui, voilà. Par exemple, exactement. Oui, exactement. Où c'est super important de trouver une oreille attentive, des oreilles attentives, parce que c'est une façon de vivre les relations. C'est tellement challengeant, ça chamboule énormément, ça déclenche beaucoup de peur sans prévenir. Voilà. Un texto qu'on reçoit, ça nous met en panique comme n'importe quelle personne dans une relation monogame, mais voilà, encore plus parce que c'est un autre contexte de vie. Et donc je trouve que c'est super important d'être entouré de gens qui ont de l'empathie, de la compassion, parce qu'ils vivent la même chose et qu'ils se sentent... ils se reconnaissent, on est sensibilisé à certaines thématiques, donc c'est facile de trouver des conseils qualitatifs, pas juste de prendre des raccourcis pour dire ah ton mec il a fait ça avec je sais pas qui, bah quitte-le, il est pas fidèle, parce que eux leurs besoins fondamentaux c'est la fidélité. Voilà. Exactement. Et donc ce principe de fidélité, il s'appréhende de plein de nuances différentes, et donc j'imagine que toi aussi la fidélité c'est super important, sinon ça trahirait la confiance. Mais vous le mettez pas au même endroit. Non, exactement, c'est ça. Pour nous, la fidélité, c'est justement de suivre cette transparence-là. En fait, ce serait de ne pas se mentir et d'être toujours honnête l'un envers l'autre. C'est là où on place le curseur, c'est ça. C'est vrai que c'est très personnel. Et donc, il y a des gens, ils vont dire quoi, tu l'as regardé, c'est déjà trop. Tu l'as trompé. Bien sûr, en fonction des relations. Et donc, oui, c'est vrai que quand on n'est pas soutenu par ce type de communauté, on peut se sentir très très isolé, très seul, même se poser des questions, de se dire mais ça va pas, pourquoi je réfléchis comme ça, pourquoi je vis mes relations comme ça, est-ce que j'ai pas un problème? Et si l'entourage, la famille, les amis, ils sont pas dedans, ils comprennent pas, on va toujours se sentir un peu mal à l'aise, jugé, moqué peut-être, ou ils vont juste montrer beaucoup d'hostilité, j'imagine. Et pour toi, c'était comment par rapport à ton entourage quand tu as essayé d'en parler, ou est-ce que tu as osé en parler? Oui, alors en fait, c'est vrai que quand on ouvre le couple, on se sent en marge de la société, largement. Et moi, j'ai mis plus de 6 mois avant d'en parler à mes amis les plus proches. Mes amis qui sont
eux-mêmes en relation exclusive. Et j'ai mis 6 mois parce que je savais pas trop comment leur dire. Et j'avais peur d'être jugée, sincèrement, même si on parle d'amis. Et donc en fait... Qu'est-ce qu'ils pourraient dire comme jugement? Bah, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? T'es en manque de quoi? Tu veux quitter ton copain? Enfin, plein de phrases comme ça, un peu toutes faites et qui, je pense, témoignent un peu de leur propre insécurité par rapport à ce mode de vie-là, je pense. Parce que quand je leur ai dit, j'ai pas eu autant de jugement que je pensais. Okay. Mais en revanche, c'est vrai que elles ont vraiment eu du mal à comprendre un petit peu la démarche et surtout la finalité. C'est-à-dire que souvent, j'avais combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est une phase? Ça va s'arrêter quand? Enfin, et on m'a beaucoup dit aussi, quand tu vas te marier, tu vas t'arrêter. Alors que, en fait, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une phase comme si j'avais pété les plombs et que voilà, j'avais envie de vivre ma vie, enfin ma crise de la trentaine ou quoi. Pas du tout. C'est un mode de vie en fait à plein temps. C'est un modèle relationnel. C'est pas juste un délire, quoi. C'est ça, exactement. c'est ça. Donc voilà. Après, donc je leur en ai parlé. Après, j'ai senti beaucoup de malaise quand même de leur côté. Donc j'ai pris le pari d'arrêter de leur parler de ça et de continuer mes relations avec elles sans forcément parler de ce côté-là de ma vie. C'est trop confrontant peut-être. Ça fait un clash de réalité. Vous avez des réalités qui se rencontrent pas. Oui, exactement. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Je leur en parle que quand on me pose des questions. Donc ça leur arrive de me poser des questions. Là, avec plaisir, je leur réponds. Mais encore une fois, dès que je sens qu'il y a du jugement ou de l'incompréhension, je cherche pas forcément à les éduquer dessus, je cherche pas du tout à les convaincre. Simplement, on a 2 façons de voir les relations différentes et puis tout va bien. Et moi, je les juge pas, donc je demande à ce qu'elles ne me jugent pas en retour. Et ça va, c'est respecté? Oui, ça va. Il y a des personnes, quand c'est trop confrontant, deviennent vraiment malveillants. Ouais. Et après, il y a un effet de groupe de t'as raison, c'est rose. Exactement. Non, là, ça va. J'ai de la chance quand même, j'ai des amis qui me respectent. ça fait du tri en même temps. Oui, on parlait du tri avec les mecs, tu vois. C'est vrai. J'ai eu de la chance, moi j'ai pas eu à trier des amis, donc ça tant mieux. Donc ça voilà, c'est très bien. Après je sais quoi dire à qui, voilà, je choisis aussi mes discours, donc encore une fois voilà, je leur parle pas trop en détail de ce que je vis, mais tout va bien. Voilà, on a juste d'autres sujets de conversation et puis c'est très bien comme ça. Super. Est-ce que parfois, quand tu as reçu certains jugements de la part de ton entourage, tes amis ou ta famille, ou certains collègues peut-être, je sais pas, oh mais non, quelle copine, très bien, tu vas faire le podcast avec nous. Est-ce que c'était facile de te détacher de ces jugements-là ou est-ce que ça t'a impacté lourdement? Alors, ça m'a impacté, pas lourdement, mais ça m'a fait un peu mal au début, surtout quand je suis rentrée dans ce milieu-là, je me suis sentie très seule parce que je n'avais pas encore intégré une communauté, j'avais pas encore d'amis qui vivaient la même chose que moi, donc j'avais pas beaucoup de monde à qui me confier et j'avais pas beaucoup de modèles surtout, voire pas du tout de modèles en fait. Donc ça a été très difficile au début parce que j'intellectualisais énormément et j'écoutais ce qu'on me disait. Et du coup, je me posais beaucoup de questions, en fait. C'est-à-dire que si eux, ils t'envoient leur peur, ils te projettent leurs doutes, du coup, toi, tu dis « Mais j'avoue, c'est vrai !» Ouais, exactement. Alors qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais peut-être qu'elles n'ont pas tort et que j'ai quelque chose à me prouver. Enfin, et donc, je suis restée comme ça pendant quelques mois à vraiment essayer de décortiquer dans tous les sens le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui m'arrive, de pourquoi je ressens ça, pourquoi je veux ça. Enfin... Et puis, dès que j'ai commencé à rencontrer des femmes, surtout de ce milieu, et que j'ai vu en fait que elles s'en foutaient quoi. En fait, elles se posaient aucune question, elles étaient vraiment très libres et très sûres d'elles. Exactement. Et donc du coup, là, j'ai pu me détacher en fait de tous ces jugements et évoluer de ce côté-là. Donc c'était très agréable. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir des représentations. Complètement. Parce que quand on dit que la société nous influence, là, c'est aussi par les médias, les livres,
ce qu'on entend à la télé, la radio, plein de choses. Ouais. Et si on n'a pas beaucoup de représentations qualitatives et éthiques du modèle, pas juste pour critiquer ou juger ou tourner au ridicule ou montrer, diaboliser, tu vois. Ouais. On a besoin de modèles qui soient accessibles. Oui. Et ça change tout. Ça change tout, exactement. Oui. Ouais. Et est-ce que tu es content des soutiens émotionnels que tu as autour de toi? Oui, largement, ouais. C'est indispensable, je pense. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je me nourris énormément des rencontres que je fais et des différents modes de fonctionnement aussi. J'adore en fait rencontrer des personnes qui vivent tout un tas de modes de relation en fait. Et du coup, j'évolue. Par exemple, si tu as un doute dans ta relation socle ou annexe, tu sais que tu peux appeler. C'est ça. Dans ton réseau, tu as des gens de confiance. Voilà. Je comprends pas. Oui, exactement. Ça, c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est très très confortable. J'ai beaucoup de chance. Et surtout, ça me permet de me calmer en fait et de me dire ok, c'est normal. Co-régulation, c'est super important. Tout va bien, c'est normal, tu vas traverser ça tranquillement. Ouais, je pense que les gens qui n'ont pas accès, ça doit être tellement flippant de se dire c'est bon, tout va s'effondrer, mon couple tient à plus rien. C'est ça. Je suis un peu tarée de faire des trucs comme ça, je me suis mis en galère, mais qu'est-ce qui m'a pris? Enfin, tu sais plus comment ça a paniqué, quoi. Oui. Je pense que tu peux te sentir très vite seule. Isolé en fait surtout. Et puis si t'as que des amis qui sont monogames, ils vont te dire bah voilà, qu'est-ce qu'on t'avait dit, tu fais de la merde, bah voilà, reviens chez nous. Exactement. Et puis pour peu qu'il y a des psychothérapeutes vers lesquels on se tourne qui sont eux monogames, qui sont pas sensibilisés ou ça fait pas partie de leur expertise, bah, ils peuvent avoir des jugements aussi, ça peut être très difficile, on va chercher de l'aide, on les paye et ils vont nous dire oui bah t'as un problème donc faut pas s'étonner quoi. Et donc c'est important aussi si on recherche de l'aide de trouver des personnes qualifiées pour les gens polyamoureux parce que catastrophe. C'est clair. Je sais pas si t'as déjà expérimenté ça. Avec une psychothérapeute? Oui. Clairement, comme tu dis, quand elle... Enfin là je parle de elle parce que c'était une femme en l'occurrence... Elle n'était pas formée forcément à encadrer ce genre de relations et de mode de vie. Donc en fait, malheureusement, même si elles n'étaient pas là pour me juger, j'ai quand même ressenti une forme d'incompréhension de sa part. Et surtout, j'ai surtout senti qu'elle cherchait à, encore une fois, essayer de comprendre ce qui me poussait à vivre comme ça. Et moi, j'en avais marre en fait de me justifier, quoi. Donc, oui, ça pousse à se justifier. Oui, et quelque part, il y a un message sous-jacent. C'est pas normal de faire ça. Voilà. En fait, il faut justifier le fait qu'on sorte du cadre normal, entre guillemets, quoi. Or, pour moi, j'ai un cadre tout à fait normal. Il est juste différent de ce qu'on voit majoritairement dans la société. Mais je ressens pas le besoin de justifier mes actes et de trouver une explication à mon comportement. Enfin, pour moi, il n'y a pas de trauma là-dessus en tout cas. Voilà, c'est une façon de voir les relations qui est une autre façon que l'exclusivité, quoi. Ok, super. Même si c'est un modèle de relation différent, on a les mêmes challenges que les gens monogames. La jalousie, par exemple, c'est pas parce qu'on est dans la compersion que si ça n'existe plus qu'on n'aura plus jamais besoin de souffrir de jalousie. Parfois, il y a un axe en particulier qui réveille une blessure traumatique ou une insécurité. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, complètement. En fait, on a souvent tendance à dire la compersion est l'inverse de la jalousie, dans le sens où l'un ne peut pas vivre avec l'autre. Et moi, je suis pas trop d'accord avec ça, dans le sens où je peux être très compersive et effectivement, des moments, ressentir de la jalousie. Mais ça m'est arrivé et en fait... je l'exprime, donc ça c'est quelque chose qui est hyper important aussi, c'est de s'en rendre compte, de l'exprimer, de trouver l'espace pour l'exprimer et pour être écouté. Et ensuite on travaille dessus, on essaie de comprendre ce que l'autre peut mettre en place pour que je me sente plus en sécurité. Et on avance comme ça. Et donc oui, ça m'est arrivé de ressentir de la jalousie, bien sûr. Surtout au début, avec mon copain. Et comment ça se passait à ce moment-là? Est-ce que tu l'intériorisais en silence, souffrir en silence, bouillonner, et après, bam, t'exploses? Ou est-ce que t'arrivais facilement à verbaliser? Parce que c'est quand même un travail de se dire, allez,
je vais observer ce que je ressens, je fais du tri, et ensuite je viens vers mon partenaire pour lui demander « J'aimerais te partager une réflexion. Est-ce que c'est le bon moment pour toi ?» Genre, c'est pas intuitif. Non, alors ça c'est l'idéal. Mais dans les faits, voilà, ça se fait pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi évident. En fait, alors moi j'ai un caractère où je ne peux pas cacher quoi que ce soit, j'ai vraiment du mal à garder pour moi. Donc je verbalise énormément. Maintenant, là où je travaille, surtout en ce moment, c'est que j'ai tendance à exprimer tout de suite très fort. Donc c'est-à-dire que dès que ça va pas, je vais le dire en fait, et donc je vais pas prendre ce temps-là de réflexion personnelle, et je vais en parler directement. Donc l'avantage de ça, c'est que on brise en fait le silence tout de suite. Donc il n'y a pas d'insécurité qui traîne derrière. Enfin voilà, c'est directement on en parle. Mais on va dire que la limite, c'est que je mets beaucoup d'émotions dans ce que je peux dire. Des fois, tu as l'impression que ça crée plus de conflits ou ça crée des difficultés de fait de ne pas avoir pris ce temps d'analyser, d'introspecter, de juste ralentir, d'apprendre à ressentir et tout de suite d'en parler en mode « Ouais, c'est quoi ?» Oui, c'est ça. Pas fait comme ça. Ouais. Non, mais en fait, au tout début, c'était un peu comme ça. Au tout début, je ressentais de l'insécurité parce que du coup, mon copain voulait supprimer certaines règles du cadre et moi, j'étais pas encore prête. Oui. Donc c'est vraiment là que je me suis mise. Ça crée la fragilité. C'est ça. J'étais vraiment beaucoup en difficulté à ce moment-là. Et en fait, j'exprimais ce que je ressentais avec beaucoup d'émotions très fortes. Et donc en fait, je pense que ça a fait peur entre guillemets à mon copain dans le sens où j'étais très intense quand même. Et je n'ai pas utilisé forcément les bons mots. Et parce que je manquais d'assurance à ce moment-là et que je voulais simplement qu'il me rassure. Et avoir ce comportement-là avec beaucoup, encore une fois, d'intensité, en tout cas avec mon copain, ça ne l'incite pas à s'ouvrir. Voilà. Il va se refermer encore plus. Après, et puis tu vas dire pourquoi tu me parles pas. C'est ça. Donc, ça dépend des caractères de chacun, bien sûr, mais en tout cas entre nous, ça se passe comme ça, où mon copain a vraiment besoin que j'arrive vers lui calmé, posé, que j'ai eu le temps de réfléchir un peu à la question avant de tout déballer. Et il est plus ouvert comme ça à répondre à mes attentes. Donc ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et aujourd'hui, du coup, quand je ressens de la jalousie, parce que j'ai de la jalousie beaucoup plus pour mes partenaires que pour mon mari maintenant. Mon mari... Parce que vous avez tellement un socle solide. C'est ça. Les besoins, ils sont identifiés, vous prenez super soin, que s'il y a une nouvelle personne dans l'équation et que vous n'avez pas fini de solidifier ça, ça commence à... Ouais. C'est ça. En fait, donc là, on a 4 ans d'expérience, on va dire, derrière, de réajustement de cadre, de discussion, voilà, où il a su me rassurer et puis où je me sens vraiment parfaitement bien dans le lien avec mon mari. Du coup, maintenant, en parallèle, je peux ressentir de la jalousie dans mes relations annexes. Surtout si elles sont polyamoureuses. Oui. Où là, il y a des sentiments amoureux, il y a un engagement émotionnel. Exactement. Ouais. Et donc là, j'ai pris de mon expérience passée avec mon mari pour justement essayer de réfléchir un peu plus à ce qui m'arrivait, pour poser vraiment... pour me poser des questions sur ce que je ressentais, puis pour, dans un second temps, du coup, arriver vers le partenaire en question et lui expliquer calmement mes émotions, ce que je ressentais et ce que je cherchais exactement. C'est génial. Donc voilà, donc là, du coup, c'est plus digeste. Voilà, à recevoir. C'est moins agressif. Bravo en tout cas pour tout ce travail intérieur, parce que ça, je ne l'ai jamais appris en dehors de mes recherches personnelles. Tu vois, il y a un modèle qu'on voit, qu'on observe autour de nous, et qu'on reproduit par mimétisme. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de « est-ce que c'est le bon moment pour toi ?» Je ressens vraiment une intensité là, ici, ça me fait mal quand tu me parles sur ce ton. Il n'y a pas ça. Tu vois ? Est-ce que tu veux bien m'aider à atterrir? On se prend dans les mains et on se regarde dans les yeux, on respire ensemble et on continue la discussion et ça va mieux. Il n'y a pas cette conscience. Mais en fait, moi, je me suis sentie légitime à dire que j'étais en insécurité avec mes partenaires parce que j'ai senti que ce partenaire en question était ouvert à l'entendre, parce que la limite aussi beaucoup
Mais si se montre très désinvolte et qu'il dit oh c'est bon. Voilà, c'est ça. Ça ferme le dialogue, ouais. On peut rien faire. Là, ça ferme le dialogue et puis ça brise quand même quelque chose de reliant. La confiance, la sécurité, il y a tout qui part en place. Ouais, un peu quand même. C'est un peu ciao après. Ouais, la prochaine étape, c'est ok, next. Ouais, clairement, parce que si on se sent pas suffisamment à l'aise, pour moi, dans le lien qu'on a avec une personne pour lui dire des choses qui nous touchent, et qu'on sent pas l'écoute en face, pour moi, le lien s'arrête là parce qu'il y a plus de place pour évoluer. En fait, on reste vraiment, on stagne dans un état pas ouf, quoi, un petit peu où on est mal à l'aise, mais on n'ose pas le dire. Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas viable pour moi dans le temps. Ouais. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans la communication, il y a vraiment cet aspect où l'empathie, c'est primordial, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on a envie, tu vois, parfois de couper la parole parce que y a un élément qui nous fait réagir et on a envie de quelque part prendre l'ascendant sur l'interlocuteur et prendre le pouvoir et dérouler nos arguments et l'autre en face se dit bah, merde j'ai perdu le fil, attends qui, quoi, comment, et donc ça crée un jeu de pouvoir et on n'arrive pas à juste dénouer le nœud. Et donc c'est vrai que quand on met plus la relation et la santé de la relation au centre et que on a envie d'être plus à l'écoute de la personne avant d'obtenir un résultat qui est que la personne fasse ce qu'on a envie qu'elle fasse, moins dans la recherche de résultats, mais plus dans la recherche de connexion dans le lien. D'abord de se connecter et de dire ok j'entends que ça t'a mis très très mal à l'aise ou ça t'a vraiment agacé. D'abord la personne on l'autorise à dérouler ça, c'est quand même 50% du travail, et qu'elle se dise merci, je me sentis entendue parce que c'était lourd, vraiment ça fait 3 jours que je suis en train de m'étrangler avec le truc. Merci d'avoir reçu ma parole. Et qu'après, l'autre va dire, éventuellement, ok, bah, quand toi tu m'as dit ça, moi ça m'a fait ça, et qu'on le laisse dérouler le processus, son émotion, et qu'on fait une petite pause et qu'on dit, ok, ah, c'est cool aussi que tu m'entendes, merci. Je trouve que les solutions arrivent plus facilement. Et c'est chouette de trouver des alternatives, ou alors de vraiment trancher de manière radicale quand on n'a pas le choix. Mais on peut pas juste rester dans une souffrance de pas pouvoir communiquer ses ressentis, de pas se sentir pris en considération, pas se sentir respecté, que l'autre profite de notre faiblesse si on a du mal à s'affirmer, et qu'on n'est pas d'accord, et qu'on nous pousse, et qu'on rentre dans des jeux de manipulation inhérentes aussi à n'importe quelle forme de couple, monogame aussi. On voit plein d'abus, de dérives, de violences, et c'est pas parce que c'est des relations multiples que ça ne sera pas concerné, ça peut être 10 fois plus toxique parce que chaque partenaire apporte son lot de toxicité si on ne fait pas gaffe. Donc en fait c'est vraiment pour moi de mon point de vue très thérapeutique parce que ça nous pousse à cibler ses besoins de manière de plus en plus fine, de plus en plus travaillée, et ensuite de savoir mieux le communiquer avec plus de détails, plus de clarté, parce qu'on a fait ce travail d'introspection, d'être ferme sur cette décision, de ne pas faire d'aller-retour. Si c'est un oui, c'est un vrai oui. Si c'est un non, c'est un vrai non. Ça contribue vraiment à créer quelque chose de serein. Et vraiment, la santé relationnelle, c'est des prérequis comme ça, que si on les contorsionne et qu'on se dit « Oui, mais peut-être il m'aimera plus, dès qu'on rentre dans des contorsions comme ça crée... ça se pète la gueule. Quelque chose que j'ai systématiquement remarqué, c'est par rapport à sa posture, l'écoute de soi. Si on a merdé là-dessus et qu'on autorise n'importe quel partenaire à appeler à n'importe quelle heure, s'introduire dans l'intimité, les temps qu'on a définis, qui mangent l'espace comme ça, je me dis non, c'est pas possible. Et donc c'est super important de, comme tu disais, les mises à jour, de recentrer à chaque fois que tu as une insécurité, d'en parler. C'est ça. Ça c'est génial. Parce qu'on entend aussi la jalousie, c'est une preuve d'amour. Alors là, moi pareil, là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec ça. La jalousie, c'est une preuve d'insécurité, et c'est quelque chose surtout sur lequel il faut travailler. Pour moi, il faut surtout pas laisser ça gonfler, grandir au sein d'une relation. Et pour moi, c'est pas du tout positif en fait de jouer de cette jalousie. Et de rendre l'autre jaloux exprès. On connaît ses insécurités, puis on va venir fouiller dedans. Ça pour moi, c'est très 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 négatif. Ça peut pas fonctionner sur le long terme. Peut-être la personne, elle peut prendre sur elle quelques semaines, quelques mois. Il y a des gens qui arrivent à tenir des années comme ça. Je sais pas comment ils font. Non. En tout cas, c'est pas
la façon la plus sereine Non. de procéder. C'est clair. Ouais. Est-ce que dans les métamours de ton partenaire ou de ton côté, ça a déjà impacté ton mariage? Où tu t'es dit, ok, ce partenaire-là, il me demande beaucoup de temps, il est peut-être dépressif, ou il a une situation de vie qui fait que il va t'appeler plus, ou il va faire un truc en plus, que ça déséquilibre l'ordre établi que tu avais avec ton mari, ou inversement avec lui? Ouais. Non. Après, je pense encore une fois que c'est grâce au fait que on n'hésite pas à dire quand on estime que là, ça a l'air un peu trop intense, ou là, ça prend un peu trop de place. En fait, comme on en parle, on réajuste assez rapidement. Et donc, du coup, c'est pas une situation qui dure dans le temps. Donc, ça a pu arriver que, par exemple, moi, je vois très souvent un partenaire. Finalement, après, mon mari m'a assez rapidement dit là, pour moi, c'est un peu trop. Et donc, en fait, du coup, j'ai réajusté derrière. Super. Mais c'est pas parce qu'on a cette liberté qu'on peut en abuser. Non, clairement, effectivement, bien sûr. Et est-ce que tu arrives à avoir le recul et le détachement nécessaire pour pas faire de l'ingérence, par exemple, dans la relation que ton partenaire peut avoir avec d'autres, pour pas lui dire non mais cette femme, elle devrait pas te parler comme ça, enfin, trouver le bon dosage, parce que des fois on a envie de coacher son partenaire pour lui dire mais non mais attends, tu peux pas laisser faire ça, et comment tu trouves la distance pour pas te positionner en sauveuse et qu'après ça te fait le triangle Cartman, bourreau, sauveur, victime, et que ça crée de son côté une déresponsabilisation et que toi après tu te sens drainé par la dynamique? Donc en fait effectivement ça m'est arrivé de repérer des comportements un peu toxiques chez certaines partenaires du coup de mon mari, donc je lui en ai fait part, mais en gardant une certaine distance, juste en le mettant en garde sur le fait que ça c'est pas ouf. Mais je juge absolument pas le lien qu'il puisse avoir avec ces personnes. C'est lui qui un jour ou l'autre se rendra compte à la vitesse où il ira en fait que ça n'allait pas. Moi ça me fait de la peine, hein, très clairement. Moi je suis très mal à l'aise de me rendre compte qu'il est attaché par exemple à une partenaire qui ne met pas autant d'énergie dans le lien que lui. Mais en fait moi aussi ça m'est arrivé, et finalement tu t'en rends compte au bout d'un moment, et puis t'en ressors grandi, et puis t'avais besoin peut-être de ça aussi pour savoir ce que tu voulais plus tard. Enfin, donc là je l'empêche absolument pas de vivre ce qu'il a à vivre. J'essaye de pas m'immiscer dans sa vie intime, sauf si il me pose des questions. Donc c'est-à-dire sauf si il me dit ah j'ai un doute, qu'est-ce que t'en penses, il s'est passé ça. Et là, par contre, là, je sens qu'il y a de l'espace pour que je puisse lui donner mon avis, donc là, j'en profite. C'est génial. Voilà, sans trop le juger. Ça, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Ouais, bien sûr, c'est génial. Bah oui, parce que c'est rare de se dire, ok, mon mari, je vais lui parler de mon amoureux, et il va me briefer sur si tu fais ça, ça ira mieux avec lui. Comme si c'était ton meilleur ami. Enfin, ça, c'est génial d'avoir ces étiquettes partagées en un seul endroit. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Ça fait partie des petits plus, parce que la façon dont on en parle, c'est quand même assez codifié, et il y a des choses à respecter pour que ça se passe bien, mais il y a quand même beaucoup d'avantages. Oui, c'est clair. C'est clair. En fait, moi, mon mari, du coup, est mon meilleur ami, c'est mon confident, enfin, voilà, donc je lui parle très librement de ce que je peux ressentir dans mes autres relations, quand ça va pas ou quand ça va aussi. Hein. Et du coup, quand c'est à mon tour de lui demander des conseils, je l'écoute beaucoup parce qu'il est assez clairvoyant sur certains aspects, où il va, je sais pas, peut-être que comme c'est un homme, il se rend compte du comportement toxique de certains hommes. Et donc en fait, il décrypte. Il décrypte très rapidement. Et même au premier abord, en fait, quand les deux se rencontrent, par exemple, un partenaire et mon mari se rencontrent, et en fait, 100% des fois, en tout cas jusqu'à présent, où mon mari m'a dit lui je suis pas sûre, lui honnêtement un peu chelou, un peu bizarre, et au final ça il avait raison, complètement. Donc incroyable. Et super radar. Donc bon, après des fois je l'ai pas écouté, hein, et puis je l'ai appris à mes dépens, mais c'est pas grave, j'avais besoin de ça aussi. À la dure. Mais c'est pas grave du tout, mais comme quoi voilà, c'est aussi intéressant d'avoir son avis sur certaines personnes que je rencontre, même si je suis pas en attente de sa validation du tout. Mais ça me fait du bien aussi
Tu vois, c'est toi qui le sollicites. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est chouette, on n'a pas des avis non sollicités. Non, c'est clair. des critiques comme ça. Mais l'avantage aussi, c'est que de temps en temps, je lui parle aussi d'insécurité que j'ai avec d'autres partenaires. Et comme il a un regard très éloigné de ce que je suis en train de vivre finalement, parce qu'il n'est pas dans la relation, donc lui, il peut prendre un pas de recul et puis m'expliquer son point de vue très factuellement en fait, avec du coup aucune émotion, juste il prend ce que je lui donne comme élément et puis en fait il me donne son avis et souvent ça me permet moi de me rendre compte que peut-être que je mets trop d'intensité dans ce que je ressens ou en tout cas que ça mériterait que je me pose un petit peu et que c'est pas si grave que ça et que relativiser. Voilà, énormément. Ok. Énormément. Oui. C'est vrai que dès qu'on est si on peut dire abasourdi par l'intensité d'une émotion, on a tendance à la fuir ou la cacher avec de la nourriture, du sucre ou peu importe ce qu'on a envie comme substitut. Il y a cet élan contre-productif mais que je trouve nécessaire d'aller vivre l'émotion au lieu de la remplacer par une autre activité. Et est-ce que tu arrives à expérimenter ça, de te dire ok là je sens la boutade qui monte ou alors je me sens mais si triste et si je vivais cette tristesse et si cette colère je ressentais où est-ce qu'elle est dans mon corps et si j'utilisais des outils quelconques thérapeutiques pour vraiment laisser circuler, laisser mon corps vivre ce qu'il a à vivre. Et je sais pas si tu as déjà utilisé des techniques psychocorporelles ou de respiration ou d'autres méthodes pour y arriver. Oui, alors là je suis en plein dedans. C'est vraiment le gros travail de ma vie en ce moment, c'est-à-dire ressentir mes émotions. Ça, je l'ai toujours fait, mais en revanche, là ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de les vivre pleinement pour qu'elles passent plus vite. C'est-à-dire qu'avant, je ressentais des choses sur une très longue durée parce que finalement, même si je m'écoutais, j'arrivais pas à... Tu restais dans le vortex en fait. Voilà, c'est ça. Je tourbillonnais dedans, il n'y avait pas de sortie, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc je me rendais compte de ce que je ressentais, je savais pourquoi je ressentais ça, mais j'avais beaucoup de mal à en sortir exactement et à me poser quoi là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà, c'est pas évident. C'est un pas vers soi-même parce que c'est clair. Mais c'est inconfortable. Ah oui, c'est inconfortable. Donc oui, non, c'est hyper intéressant. Moi, je suis contente. Qu'est-ce que tu as testé jusque-là si tu as envie de partager à nos auditeurs? Je sais plus comment ça s'appelle ce que tu m'as proposé. Ah, la respiration somatique? Oui, non. Ah, NERTI? Oui, voilà. Ah oui, c'est un outil qui s'appelle le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. Voilà. Tous ces termes pour utiliser une technique qui va être à l'écoute des sensations dans le corps. On va quitter le niveau mental, les pensées, le raisonnement. On va s'intéresser assez peu à l'aspect émotionnel, à venir définir quelle émotion c'est, sauf si elle gêne dans le processus de libérer les sensations et de les laisser travailler, pour atteindre un verrou où justement, une fois qu'on l'a dépassé, c'est comme si on arrivait à dépasser le trauma qui était engrammé dans les cellules, dans le corps, et qui permet de recentrer le système nerveux, de l'apaiser, de le réguler. Et donc, tout ça, c'est une technique... c'est plus facile de le faire accompagné. Donc c'est pour ça que je t'avais proposé une séance où je le fais sur toi, mais c'est possible que tu le testes toi-même de ton côté. Oui. Je vais rajouter le lien vers le site internet si vous voulez découvrir NERTI. On peut se former en ligne dessus, pour soi-même ou pour aider les autres. Et est-ce que tu as réussi à l'expérimenter seule? Non. Non, pas après qu'on l'ait fait toutes les deux. Mais en tout cas, ça m'avait extrêmement aidé. Incroyable. Donc en revanche, j'ai tout noté pour le refaire le jour où je ressens comme ça. Ouais, parce que c'est très violent. Enfin, c'est pas violent, mais c'est très intense en fait. Oui, c'est intense. Parce que quand on n'est pas connecté à son corps et qu'on cherche tout de suite à éviter l'émotion, on rate toutes ces sensations dans le corps qui peuvent être... ça circule en fait. Et en fait, on se rend pas compte qu'il y a des trucs qui se passent dedans parce qu'on n'a jamais mis l'attention dessus. Et donc c'est pour ça que dans l'expérience, je sais pas si toi ça t'avait surpris d'avoir autant d'informations, de se dire ok c'est dans la tête, et après ok c'est dans le ventre, c'est dans les jambes, dans les mains il se passe un truc, ok. Et tu vois, de te rendre compte qu'il se passe plein de trucs mais qu'on le laisse jamais parler. Tout de suite on le censure. Un peu.
Exactement. Ouais. Bah, en fait, j'avais tendance à extérioriser beaucoup, donc en fait, j'en parlais, ou j'allais faire du sport, ou j'allais marcher, ou... Oui, c'est d'autres voilà. façons de faire très valides. Voilà, c'est pourquoi pas. différent. Exactement, c'est différent. Alors que là, je me suis vraiment posée sur ce que je ressentais, et du coup, ça me faisait vraiment très mal. Mais je cherchais pas, comme tu dis, à ce que ça passe vite. Je suis vraiment restée sur ma douleur, on va dire, un certain temps. Et le fait de la suivre mentalement, ouais. c'est rassurant parce que tu sais, si on ne parle pas, qu'on le fait que dans sa tête, il y a des pensées, tu vois, qui peuvent tout de suite court-circuiter en mode oui, mais on doit faire ça, qu'est-ce qu'on fout là? Ah, si là, on a ça à faire, tandis que là, on se dit non, c'est mon moment, ok, d'écoute corporelle et de libération. Et le fait d'avoir quelqu'un aussi qui accompagne, qui tient le cadre, j'imagine que c'est plus facile de se dire ok, je m'accorde ce temps d'attention. Complètement. Et ça se fait tout seul. Ouais. Tu vois, au début, il faut l'aider un peu parce qu'il y a des petites résistances. Puis au final, ça circule et puis ça reprend sa forme initiale. Et on avait rechecké l'échelle. T'en es où dans ton stress? Tu me disais au début 9 sur 10, un truc comme ça, puis après on est redescendu à 3 sur 10, 2, 3 sur 10. Donc ça prouve que ça a vachement aidé à réguler. Ouais. C'est ça qu'on cherche. Ouais, c'est clair. Maintenant, j'ai envie de te poser la question sur ce qui fait qu'un couple libre fonctionne bien, selon toi. Je pense qu'il faut pas se jeter là-dedans sans avoir une certaine base de confiance, surtout, et de communication. Je pense aussi qu'il ne faut pas faire du couple libre une finalité dans une relation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, évidemment, qui sont faites pour rester en couple exclusif, et c'est très bien. Ça de se faire du mal. Exactement. C'est juste un mode de fonctionnement comme un autre, mais c'est pas du tout une fin en soi, et c'est pas du tout non plus un témoin de confiance au sein d'un couple. C'est juste une façon de voir les relations, encore une fois. C'est ça. Du coup, nous, on fait pas de prosélytisme. Non. C'est vraiment pour partager une expérience de vie. Et si vous sentez que ça résonne pas du tout, ne vous faites pas cette violence de vous lancer là-dedans, sans info, sans rien. Heureusement qu'il y a des livres là-dessus, il y a des podcasts, il y a plein de choses que je pourrais vous mettre en barre de description si vous avez envie d'en savoir plus. Par exemple, la salope éthique, c'est très connu. D'ailleurs, je l'ai là. Ici, donc de Dossie Easton et Janet Hardy. Voilà, donc il faut aimer lire, il y a plein de pages, mais en fait, sans ce genre de guide pratique, mais c'est tellement casse-gueule. Déjà qu'on n'a pas de notice pour les couples monogames et qu'on se pète bien la gueule de manière empirique dans la vie. Donc là, si on veut se lancer dans un truc pareil, il faut se documenter. Et il faut beaucoup discuter, il faut rencontrer des gens qui le font depuis longtemps pour qu'ils donnent leur retour, leurs conseils, c'est super important. De mon côté, j'ai aussi un autre livre ressource qui m'a aidé justement à faire cette interview avec Lily, Compersion de Hypatia from Space, donc je pense qu'elle est américaine, donc ça donne beaucoup d'outils justement pour utiliser à bon escient les informations pour vivre des relations polyamoureuses ou autres vraiment épanouies. J'avais aussi trouvé ce livre intéressant, bon, je sais pas si on voit bien l'écran, ça s'appelle More Than Two, c'est une ressource en anglais parce que je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Et donc c'est de Franklin Vaux et Yves Rickert, et pareil c'est une super ressource, mais bon je pense que la salope éthique c'est aussi pas mal de trucs déjà bien pour les francophones, mais voilà c'est toujours complémentaire d'avoir plein de témoignages, de situations différentes, parce que ce qui est sympa dans ce genre de livre, c'est les études de cas. Parce que c'est bien beau la théorie pour parler du concept en long, en large, en travers, mais quand il y a quelqu'un qui raconte vraiment une situation de vie précise, chaotique, où on peut s'identifier, c'est plus simple pour se revenir à soi et dire « Ah, j'avoue, moi aussi, je vis ça. Ils ont trouvé ça comme solution, pourquoi pas ?» c'est vrai. C'est super important de donner les conseils qui fonctionnent, voilà, pour éviter de trop se perdre. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ta vision de l'amour, d'ouvrir ton couple? Oui, dans le sens où ça m'a ouvert l'esprit en fait sur le fait que c'était possible d'avoir un autre modèle que celui que je connaissais de base. Donc ça m'a
plutôt permis de me rendre compte que j'avais besoin d'autres choses en fait dans ma vie. Donc moi je suis toujours évidemment très attachée à mon mari, que ce soit avant ou après qu'on est dans notre couple. L'amour que je lui porte n'a pas changé du tout. On a gagné en indépendance et en connaissance de soi, j'imagine, à graviter avec autant de monde, bien sûr, ouais. Partager des expériences, ça fait évoluer le chemin de pensée. C'est ça. Et c'est vrai que dans ce type de relation, c'est pas le vécu universel, hein, c'est ce que moi je remarque, et peut-être toi tu pourras t'identifier, c'est que plus on arrive à se connaître et cibler ses besoins précisément, et ses envies, ses désirs, et poser ses limites, et être dans une affirmation, poser sa vision, mettre des intentions, c'est co-créer sa réalité d'abord dans sa tête, et ensuite le vivre avec un partenaire qui match avec cette vision-là. Moi je trouve qu'on obtient des échanges plus qualitatifs dans la communication. L'amour il est plus connecté, plus présent. C'est vraiment du temps passé ensemble où on est vraiment là l'un pour l'autre, et pas à subir le moment parce que c'est par habitude qu'on est ensemble, et que oui on vit ensemble, donc c'est vrai. On choisit, on choisit chaque moment parce que c'est notre création personnelle. C'est vrai. Oui. Et donc si un truc qui nous plaît pas, on en parle, on le change, on ajuste, et de faire des ajustements, c'est précieux pour apprendre à se respecter et oser verbaliser ce qui nous va pas et ce qui nous va bien, montrer de la gratitude et donner de l'amour à d'autres gens, parce qu'on en reçoit beaucoup plus. Peut-être tu gagnes en joie, en rayonnement. Il y a un truc exponentiel. L'amour, tu penses que tu vas perdre en qualité en le partageant alors que t'en gagnes. Bien sûr. Bien sûr, et puis le fait de vivre justement des choses intenses avec d'autres partenaires me donne envie d'en vivre aussi avec mon mari en fait, ou le fait de préparer des dates avec des partenaires me donne envie de faire pareil avec mon mari. Enfin, donc c'est vrai que oui, et là où je te rejoins, c'est que on a développé plus de moments peut-être où on se reconnecte avec mon mari depuis qu'on a ouvert notre couple, parce qu'on sait à quel point c'est important. Et donc peut-être que là où avant on se laissait un peu porter par la routine, qui n'est pas négative, hein, ça pour moi, la routine pour moi en tout cas est quelque chose de très positif, mais aujourd'hui, on a toujours notre quotidien, mais c'est vrai qu'on va essayer de sortir un petit peu de ça pour se créer des moments vraiment à nous deux, privilégiés, etc. Okay. Du coup, devenir plus intentionnel. Oui. C'est-à-dire à chaque fois, tu dis, j'ai envie de vivre ça avec lui, et je me réjouis à l'idée de ça, et j'ai envie de vivre cette émotion-là, et cette activité-là, ça va me mettre en joie de partager avec lui. Et donc, tu crées une intention, c'est pas juste... on se met devant Netflix et puis on est ensemble, on est là. Tu vois, il y a vraiment une intention de créer un moment de qualité. Parce que ça fait partie, j'imagine, de tes langages de l'amour. Ah, moi, oui. Et quand on parle des langages de l'amour, donc on redirigera vers une autre vidéo. Je crois que Gaëlle Lannes, elle le fait aussi, une vidéo sur le langage de l'amour, donc les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus. Les paroles valorisantes et le toucher physique. J'ai compté ça n'importe comment, mais ça fait 5. Et donc on peut axer plus ou moins d'attention sur ce langage-là si on sait que nos partenaires l'affectionnent particulièrement, et on gagne en qualité d'interaction. Et donc pour finir, je vais te poser quelques questions, notamment si tu as un tabou ou une idée reçue que tu as appris à déconstruire avec ce modèle-là. Oui, sans doute l'idée reçue que les couples qui ouvrent leur relation sont des couples qui sont sur le point de se séparer et qui cherchent à... Pour sauver les meubles. Voilà, exactement. Comme il y a des couples qui font un enfant en pensant que ça va sauver le... Pas tout à fait. Donc voilà, ça pas du tout, même je dirais bien au contraire. Pour moi, ouvrir son couple alors que son couple ne va pas bien, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à gérer, je pense, sur le moyen terme même. Donc non, ça effectivement rien à voir. On n'a pas essayé de sauver notre couple, on n'a pas fait ça parce qu'on était pas bien ensemble, ou parce qu'il nous manquait quelque chose, ou parce qu'on avait besoin
je sais pas, ressortir une flamme perdue, pas du tout. En fait, on était déjà très bien tous les deux, et c'est parce qu'on était bien tous les deux que on se sentait suffisamment à l'aise pour pouvoir expérimenter d'autres choses, et parce qu'on avait confiance l'un dans l'autre pour aller vers un terrain inconnu en fait, et faire ça ensemble. C'est vraiment pour ça. Génial. Voilà, ouais. Je pense que c'est super important d'avoir déjà une solidité dans les fondations au début de la relation, pour s'autoriser ça, parce que c'est tellement un énorme challenge. Plus on rajoute de personnes, plus ça fragilise l'ensemble, et plus ça nécessite de communication, d'ajustement, d'écrire des chartes avec chaque personne et que chacun s'entend plus ou moins bien, parce que c'est pas obligé que les métamours on soit complices avec eux. C'est chouette, c'est mieux. C'est chouette quand c'est le cas, mais c'est écrit nulle part qu'on se doit s'obliger à faire copain-copain, tu vois. Mais créer une alliance où tout le monde se sent à l'aise, tout le monde se sent épanoui, on prend soin, et on a de l'empathie quand c'est un peu plus challengeant, ça c'est important. Et d'avoir cet espace-là, est-ce qu'on a cet espace-là? Parce que souvent on se dit oui, bah c'est mon ou ma partenaire... ok, je veux bien en prendre soin, mais les autres, on s'en bat les couilles. C'est dommage, tu vois, de le penser comme ça. Pour moi, de la façon éthique de réfléchir, c'est de voir comment eux, ça impacte leurs propres besoins, leurs propres désirs, et comment on navigue tous ensemble là-dedans. Et quel conseil t'aurais envie de donner à quelqu'un qui se questionne, qui se retrouve dans le même cas de figure que toi il y a 4 ans? Je dirais, prenez votre temps, surtout, on n'est pas pressé de quoi que ce soit. Encore une fois, c'est pas une finalité en soi. Si on se questionne, il faut en parler surtout. Il faut s'écouter entre partenaires. Et surtout, il faut y aller petit à petit et sans arrêt checker l'autre, à mon sens. C'est-à-dire que on va commencer par, mettons, rester en couple, mais aller voir des personnes en couple. Donc, c'est-à-dire, on reste tous les deux, mais on a des relations sexuelles avec d'autres personnes en restant à deux. Donc, dans le cadre... Toi, tu trouves que c'est plus simple de commencer comme ça? Non, pas du tout, c'est juste que nous, on a commencé comme ça. Mais non, pas du tout. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que par exemple, après qu'on ait passé cette étape-là, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller checker. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te sens? Est-ce que tu veux qu'on mette en place des règles? Est-ce que tu veux qu'on réajuste le cadre? Enfin, et y aller comme ça progressivement. Et sans arrêt, en fait... vérifier que les deux personnes du lien se sentent bien dans ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, mais surtout ne pas brûler les étapes et ne pas se presser, quoi. Super. Ok. Et c'est vrai que c'est tout à fait révocable, le changement du modèle, et souvent ça arrive, pas toujours pour cette raison, mais il y a des personnes, à partir du moment où ils ont leur premier enfant, il y a cette difficulté, par exemple, à accepter son nouveau corps. Et de se sentir en insécurité par rapport aux autres femmes qui deviennent malencontreusement des concurrentes dans le couple, où on se compare beaucoup, on se dit oui mais regarde mon corps, comment il est, le désir, mon mari a peut-être moins de désir pour moi, ou... il y a beaucoup de challenges par rapport à la propre acceptation de son nouveau corps, et de se sentir bien dedans, de retrouver ses repères, et là de continuer les relations multiples, c'est peut-être trop, voilà, faut y aller par étapes, puis avec... le nouveau-né au centre qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Peut-être c'est pas idéal, et donc c'est ok de faire des allers-retours ou juste de changer totalement et de se dire bah voilà, pendant X années on était non exclusif, et là j'ai vraiment besoin qu'on se recentre sur notre mariage, notre couple, et c'est juste pas possible pour moi. Mais c'est super important de s'écouter par rapport à ça, que ce soit cette configuration-là ou une autre, le fait de vivre son polyamour à distance, si c'est le cas, si c'est trop difficile de changer, d'orienter différemment. Moi, pour le coup, j'ai pas encore d'enfant, mais pour faire un parallèle, effectivement, par exemple, quand on a préparé le mariage, on était très concentrés l'un sur l'autre, et puis sur le fait qu'on allait se marier, qu'on était très dans les préparatifs, dans ce lien-là qu'on allait un peu concrétiser, donc on a un peu mis de côté nos relations à ce moment-là. Parce que c'était plus le moment, on va dire, de construire quelconque lien annexe à notre couple. Et donc je pense que oui, effectivement, en fonction des événements de la vie et en fonction de comment on se sent, c'est important aussi de faire un pas en arrière et de se laisser tranquille, en fait, tout simplement, et de se centrer sur ce qui nous fait du bien à l'instant T.
Tout à l'heure, quand on parlait des raisons de révoquer le modèle, il y a des gens qui vivent très bien le fait d'avoir des enfants et que tout ce polycule soit au service de la famille et puisse aider les enfants avec chacun sa vision. Et c'est pas une incompatibilité en fait de vivre tous ensemble sous le même toit ou d'avoir des enfants, je sais pas. En fait, chacun est libre et il faut que ça leur corresponde. Il faut que les enfants ils soient sensibilisés et c'est juste le regard de la société là, ça va être différent parce qu'ils vont dire que c'est quoi ces conneries encore. Il y a beaucoup de changements. Et à chaque nouveau changement fondamental, il y a des gens ils ont peur et puis ils se disent encore une nouvelle lettre dans LGBTQ, tu vois par exemple, et des gens qui comprennent pas toujours et qui se sentent largués avec le langage inclusif ou je sais pas quelque chose qui sorte alors que c'est génial qu'il y ait des communautés qui s'expriment, qui ont besoin de représentation et qui ont besoin de personnes qui parlent d'eux de manière positive, qu'ils existent, qu'on les visibilise et qu'on leur donne de l'attention et de l'empathie et qu'on soit curieux en fait de savoir comment ça se passe pour vous, voilà, de l'autre côté de la frontière que je ne connais pas, accueillir la différence. Et donc pareil, tout est possible dans la mesure où ça contribue à tout le monde, personne ne se sent en danger, personne ne se sent abusé et voilà, chacun s'écoute et prend soin les uns des autres. Moi je trouve que si j'adhère à ce modèle, c'est aussi parce que quelque part un jour je me suis dit bon, faut être lucide, c'est difficile d'imaginer qu'on a du désir que pour une personne dans toute une vie, enfin c'est mon point de vue, sur le fait que ça pourrait arriver dans n'importe quel cercle, que ce soit professionnel, amical, on n'est pas obligé d'en faire un drame. Ok, je ressens du désir pour tel collègue, mais ça veut pas dire que j'ai envie d'aller plus loin, ou si j'ai envie d'aller plus loin, je te ferai savoir, et on mettra en place une nouvelle charte. Non mais oui, c'est sûr. Au lieu de vivre une double vie, triple vie, de vivre dans le mensonge, dans le foutage de gueule absolu, de trahir son partenaire jour après jour, et de la regarder avec le sourire le soir, et je me dis, mais comment on peut vivre une vie comme ça? J'aime pas juger, mais j'avoue, je formule un jugement. Je comprends pas le fait de pas s'autoriser à vivre cette transparence plutôt que de trouver un chemin qui soit éthique, respectueux, conscient pour le faire de manière libre et que ça contribue à tout le monde et qu'on soit dans une ouverture, une légèreté qui fait que c'est possible, que c'est compatible avec une vie en société. On n'a pas besoin de s'exiler au bout du monde. Que c'est une belle façon de conclure. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Maintenant, j'ai envie de goûter le gâteau à la patate douce que j'ai fait pour toi. Merci. J'ai envie de montrer à la caméra. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du goût, mais voilà, pour t'accueillir, j'ai fait un super gâteau innovant. Première fois que je teste. Ah waouh, c'est joli. Ah mais c'est magnifique. Ouais, attends, faut voir parce que est-ce qu'on voit bien? Tadam, voilà. Merci. On va tester beaucoup. cette merveille. Très belle forme d'amour, je te remercie. Oui, le langage de l'amour. Oui, exactement. C'est ça. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette discussion riche, passionnante avec toi. Et j'espère que ces échanges, ça va vous intéresser déjà. Et si vous avez envie de tester, de d'abord consulter les ressources pour vraiment comprendre les enjeux, comprendre le concept et pas vous lancer comme ça n'importe comment. Et en tout cas, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.